Bonjour et bienvenue dans Consulte. Si vous nous rejoignez à nouveau, vous le savez déjà, ici on prend le temps d'expliquer, de comprendre et de mettre des mots justes sur des réalités de santé parfois complexes, très souvent sensibles. Pour ce nouvel épisode, on s'attaque à un sujet dont on parle encore très peu, il faut le dire, le cancer du pancréas. Un cancer qui progresse souvent en silence et qui bouleverse les patients, les familles. Tout cela nécessite une prise en charge à la fois pointue et profondément humaine. Pour en parler, je suis entourée de Catherine Lolly, gastro-oncologue, et de Nathalie Brèche, infirmière au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs et continus. Elles vont nous apporter toutes les deux un regard de terrain centré sur l'accompagnement et le vécu des patients et de leurs familles. Alors bonjour à toutes les deux. Bonjour. Soyez bienvenues. Alors première question pour vous, Catherine, peut-être pour démarrer, nous expliquer ou nous rappeler le rôle du pancréas. Alors le pancréas, c'est une glande qui se situe à l'arrière de l'abdomen et qui permet plusieurs choses. Certaines fois, le pancréas sécrète des enzymes de digestion, essentiellement pour les graisses, et il sécrète également l'insuline, donc qui permet de métaboliser les sucres. Et quels sont les premiers symptômes auxquels il faut faire attention lorsqu'on est atteint d'un cancer du pancréas ? Alors le cancer du pancréas, de base, est un cancer qui est difficilement diagnosticable et qui se manifeste très tardivement. Donc concrètement, les symptômes sont variés. Difficulté à s'alimenter, nausées, douleurs. Alors une fois qu'on est dans une situation un peu plus évoluée, on a alors cette fameuse jaunisse, l'ictère, qui peut apparaître parce que le pancréas et la tumeur a obstrué le canal qui amène la bile du foie vers l'intestin. Et ce cancer concerne quel type de patient ? Tout le monde ? Alors tout le monde, généralement évidemment on parle plus de sujets un peu plus âgés, de personnes au-delà de 60 ans, mais de plus en plus on voit apparaître des cancers du pancréas chez des personnes plus jeunes, de 30, 40 ans, et malheureusement sans vraiment de facteurs de risque comme on peut l'entendre, par exemple tabac, alcool, obésité, non, ces gens malheureusement développent un cancer du pancréas malgré une bonne hygiène de vie. Malgré une bonne hygiène de vie. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Ce qui peut expliquer ça, alors il y a plein de théories, beaucoup d'études pour le moment épidémiologiques, mais c'est très certainement notre environnement. Donc une susceptibilité probablement individuelle, ça veut dire des personnes qui sont peut-être plus réceptives à la pollution et qui développent plus tôt alors ce genre de maladie. Comment les familles accueillent cette très mauvaise nouvelle d'un point de vue émotionnel et psychologique ? C'est quand même assez lourd. Nathalie, qu'est-ce que vous observez chez ces patients et leurs familles ? Donc il faut savoir que l'annonce d'une telle diagnostic, c'est quelque chose qui tombe chez le patient, c'est vraiment considéré comme un tsunami émotionnel pour le patient et la famille. Cette annonce, cette maladie va aller perturber tout l'équilibre que le patient et la famille avaient éventuellement construit, tout ce qui était tous les projets professionnels, oui. les projets de vacances, tout est mis en pause, tout s'effondre. Donc c'est pour ça qu'on parle en effet de tsunami émotionnel, que c'est une vague qui déferle et qui va mettre le patient et la famille sous un choc à l'annonce du diagnostic. Après la stupéfaction, je vais dire, il y a l'accompagnement, tout un protocole qui va leur être communiqué, mais vous avancez avec prudence puisque l'évolution dépendra du patient. Chaque personne est différente. Chaque personne est singulière, va réagir différemment au traitement, à la maladie, à l'annonce. Chaque patient a aussi des besoins différents. Il y a des patients qui vont avoir besoin de beaucoup d'informations tout de suite, très vite. D'autres qui auront besoin plutôt de prendre le temps et d'avancer pas à pas avec eux. Et donc, notre objectif d'accompagnement des équipes de soins de support, des équipes de support qui sont mis là, c'est vraiment d'accompagner pas à pas le patient et sa famille en fonction de leurs besoins réels. Et pas de ce qu'on est. Exactement. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce type de cancer est encore trop peu connu. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez informé. C'était un cancer qui était beaucoup plus rare avant. Beaucoup plus rare et aussi avec une diabolisation, c'est-à-dire que cancer du pancréas, dans l'imagerie populaire, on est mort en fait. C'est d'ailleurs les gens chez qui on pose ce diagnostic, pour eux, c'est tellement fort parce que dans la tête de tout le monde, avoir un cancer du pancréas, ça veut dire je vais mourir.
Alors que c'est pas nécessairement le cas non plus. Je veux dire, les progrès sont là, Oui. on avance. Ça dépend aussi du stade de la maladie au diagnostic. Bien sûr. Il y a des tumeurs très débutantes qu'on diagnostique même parfois par hasard. Pour un autre bilan, on fait un scanner pour une toute autre raison et on tombe sur un cancer du pancréas. Ça, c'est plutôt une chance. C'est-à-dire que du coup, on peut faire les traitements suffisamment tôt et avoir une guérison de cette maladie. Donc, le fait d'avoir un diagnostic de cancer du pancréas n'est pas un coup près pour dire « je vais mourir ». Et ça, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça reste assez tabou comme ça, une maladie cataclysmique, et on préfère la garder bien bien loin de soi. Et en plus, il n'y a pas de dépistage. Oui. Donc on en parle beaucoup, cancer du côlon, cancer du sein. On ne sait pas dépister le cancer du pancréas. Disons que c'est compliqué et on ne sait pas quelle population bénéficierait du dépistage. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des hérédités familiales assez importantes. Là, oui, on leur propose un dépistage par IRM ou des mutations génétiques et des choses comme ça. Mais le problème, c'est que ce dépistage par IRM ne prévient pas le cancer. Souvent, le fait de faire une IRM tous les ans va permettre de le diagnostiquer très tôt. Mais Donc pas de l'éviter. c'est tout à fait différent d'un dépistage du cancer du côlon ou du cancer du col de l'utérus, où on va arriver avant le problème. D'accord. Donc, ce qui suscite la peur et l'incompréhension, c'est ce manque de connaissances autour de ce cancer. Et donc, une première étape pour accompagner ce profil de patient, ce sera vraiment l'accompagnement, l'écoute et le dialogue. Contrairement aux idées reçues, le cancer du pancréas ne se résume pas à une absence de solution. Très souvent, il est perçu comme une impasse thérapeutique, alors que des stratégies de traitement ont fortement évolué ces dernières années avec des approches de plus en plus personnalisées. C'est ce dont on va parler dans ce deuxième chapitre. Alors Catherine, première question pour vous, quels sont les critères qui vont permettre de décider si un patient peut être opéré ou non ? C'est l'aspect précoce de la maladie, par exemple ou... Alors, l'aspect précoce, certainement, mais c'est surtout une imagerie. Donc, le chirurgien, le radiologue, l'oncologue vont discuter ensemble sur base d'une imagerie, donc d'un scanner, généralement, de voir le caractère opérable, donc résécable ou non. Et donc, selon ce caractère résécable, il y a plusieurs stades, on peut déterminer alors une stratégie thérapeutique. Soit une opération d'emblée dans des stades très débutants, soit après un traitement de chimiothérapie, avec une réévaluation et alors une chirurgie. Donc, à partir du moment où on est dans une case, on va dire opérable, il peut y avoir plusieurs stratégies de traitement quand même. Et parfois, il est même recommandé de ne pas opérer du tout ? Alors, on n'opère pas quand la maladie n'est pas opérable au sens strict, c'est-à-dire qu'elle envahit des gros vaisseaux, artères et veines du ventre qu'on ne sait pas enlever. Et donc, à ce moment-là, ça s'appelle inopérable, même s'il n'y a pas de métastase, et donc impossible d'aller opérer. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à des belles histoires et des belles stratégies. J'ai en tête l'histoire d'une dame de 55 ans. Voilà, on l'avait considérée comme inopérable, donc de nouveau, le monde s'écroule, je ne verrai jamais grandir mes petits-enfants, etc., etc. Et puis finalement, en fait, elle a très très bien répondu à la chimiothérapie. On a rajouté à ça des rayons, donc de la radiothérapie. Et là, ça fait 4 ans qu'elle est en rémission, donc elle a toujours sa maladie. Oui, mais elle vit avec. Mais elle vit avec, alors probablement qu'on a réussi à tout stériliser, c'est-à-dire que l'image est toujours là, mais probablement qu'à l'intérieur, il n'y a plus de cellules vivantes. On ne le saura jamais. C'est-à-dire que tant qu'elle vit sans reprogresser, etc., et sans symptômes, donc elle retravaille. Elle a eu 2 petits-enfants depuis lors. Et donc, c'est tout ça, cette richesse d'accompagnement des personnes, c'est aussi de pouvoir partager avec eux ce qu'ils ont pu avoir dans leur vie en plus après ce fameux diagnostic. Nathalie, les traitements qui sont proposés chez les patients atteints d'un cancer du pancréas, on le sait, ils sont lourds et ils sont longs. Ça impacte évidemment le moral de la personne concernée et de sa famille. Le moral, on sait que on dit que c'est important, mais en même temps, parfois, même nous, on n'est pas à l'abri d'un coup de mou. Bien sûr. Et donc, aussi, c'est leur permettre de temps en temps de lâcher un peu et de se dire, allez, aujourd'hui, je suis moins bien,
mais pour aller mieux par C'est après OK, et c'est pour ça. avancer, c'est Oui. OK. On leur autorise d'être pas bien, il faut les comprendre. Il faut, voilà, c'est compliqué ce qu'ils vivent, ce que la famille vit, et donc c'est vraiment... on est là pour eux. Avec un encadrement global, beaucoup de choses à leur disposition. Tout à fait. Il y a des gens qui adorent, pour moi, les papouilles. Oui. Donc les soins, réflexologie, pédicure. Oui, cette équipe multidisciplinaire, en fait, elle est constituée de quel type de spécialistes? Il y a plusieurs équipes pluridisciplinaires. On est vraiment plusieurs équipes transversales, et donc ce sont des équipes de soins de support, comme on dit. Donc l'objectif de ces équipes, ce n'est pas de se battre contre la maladie, mais plutôt de se battre contre les symptômes d'inconfort que cette maladie peut occasionner. Améliorer la qualité de vie durant le traitement. Tout à fait. Et donc, on voit un peu, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui, par un soin détente, un soin fait par un soin visage, par exemple, là, je pense à la socio-esthéticienne, va apporter autre chose. Ça va permettre aussi peut-être de le mettre dans une bulle en dehors. Parce que quand le patient est hospitalisé et qu'il reçoit sa chimio et qu'il ne se sent pas bien, et qu'à un moment donné, la socio-esthéticienne vient lui proposer un soin, c'est aussi une manière de toucher différemment le patient, d'une manière de rendre un peu d'humain à l'humain. Et donc voilà, c'est une bulle un peu de soupape. On essaye d'améliorer sa qualité de vie, mais de nouveau qui est propre à lui. Il n'y a que lui qui sait dire ce qui est bon pour lui au niveau de sa qualité de vie. Et des patients parfois qui sont réfractaires au soutien psychologique. Oui. Ah oui, tout à fait. Psychologue, oh non, moi, psychologue, je ne suis pas fou. C'est pas pour moi. Mais et finalement, avec des soins, ils vont s'ouvrir, le commencer dialogue à parler. s'installe. C'est une approche différente. Chacun a son propre rythme aussi pour accueillir Ouais. le traitement. Ouais. On ne l'accueille pas tous de la même manière. Comme le sport, c'est Comme pareil le sport, aussi. tout à fait. Il y a des gens qui n'ont pas envie, et puis finalement, ça me fait du bien, ça me permet de retrouver un peu d'autonomie. C'est d'être de nouveau en mouvement dans son corps, de se rendre compte que le corps peut de nouveau bouger. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment le but de ces équipes de soins de support. Il ne faut pas oublier non plus les assistants sociaux qui sont là et qui ont justement, tu parlais tout à l'heure de patients qui voulaient continuer à travailler, qui doivent adapter son traitement, son traitement de vie et sa manière, son travail. Voilà, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, toutes ces personnes qui ont des métiers différents sont là pour aider le patient dans l'amélioration de sa qualité de vie, en tout cas dans le maintien de sa qualité de vie. Il y a une chose peut-être à retenir ici aussi, c'est que durant le traitement, la vie ne s'arrête pas de tourner. Il faut vivre. Alors chacun a son rythme. Il y en a qui ont besoin de travailler, comme vous le disiez. Peut-être que d'autres ont besoin de se reposer. Voilà. Mais une chose fondamentale à garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on est malade et qu'on suit un traitement lourd qu'on doit pour autant s'arrêter de marcher ou de profiter de certaines choses. Et ça, vous le répétez tout le temps aux patients. On ne se définit pas par sa maladie. Ça, c'est un truc que je leur dis toujours. Ils doivent vivre en parallèle, mais ils ne sont pas qu'une maladie. Et donc, malheureusement, il y a des personnes qui ont très vite tendance à ne se définir que comme ça. Mais je pense qu'il faut les aider justement à sortir de ça et à pouvoir continuer à vivre. Parce que sinon... Pourquoi faire tout ça ? Le questionnement est là. Pourquoi subir tous ces traitements si c'est finalement pour ne vivre que pour sa maladie et de ne plus rien faire autour, quoi. Oui. L'objectif des traitements, c'est justement de permettre aux patients de vivre. Voilà, c'est ça. Et le patient, il est vivant jusqu'au bout. Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement de la vie jusqu'au bout. Merci beaucoup pour cette belle conclusion à ce deuxième chapitre. On n'aurait pas dit mieux. C'est vrai que l'écoute, le dialogue, l'accompagnement de cette équipe pluridisciplinaire, tout ça, ce sont des éléments fondamentaux et c'est tout aussi important finalement que le traitement médical. L'alimentation, quand on parle de cancer du pancréas, c'est souvent une source d'inquiétude majeure pour les patients. Entre idées reçues, perte de poids et fatigue, comment allons-nous trouver le bon équilibre ? Et c'est une question pour vous, Catherine. La dénutrition, comment est-ce qu'on peut essayer de l'éviter quand on a un cancer du pancréas ? C'est un véritable challenge. Ça, c'est une grande question, effectivement. Alors, soit la personne n'est pas encore dénutrie. Donc ça, il y a des petits moyens, enrichir en protéines, des compléments protéinés disponibles dans le commerce, ou même simplement les encourager à manger des protéines sous forme d'œufs, par exemple. Parce que la viande, ça ne passe quand même pas souvent très bien. Donc plutôt poisson, des œufs, du fromage.
soit alors on est déjà dans une situation de dénutrition plus profonde, où on doit parfois renourrir les patients, renourrir avec ce qu'on appelle de l'alimentation entérale. Donc ça, il faut parfois passer par une étape où on met une petite sonde toute fine dans le nez jusqu'à l'estomac pour permettre une renutrition. C'est transitoire, hein, c'est pas quelque chose qui dure, mais qui permet justement de pouvoir affronter les premiers traitements. Ah ben oui. Et souvent, l'effet du traitement, quand on est altéré comme ça au départ, est très positif. Donc on a très peu d'effets secondaires et beaucoup d'améliorations. Parce qu'en fait, les facteurs qu'on appelle cataboliques, donc qui génèrent toute cette anorexie, le fait de ne pas avoir faim, les douleurs, etc., liées au cancer, sont complètement cassés par la chimiothérapie. Du coup, les patients remangent, ils se sentent mieux et on est dans un cercle vertueux, comme on dit. Souvent, quand la maladie est avancée, la chimio fait du bien, en fait. Oui, mais elle altère le goût aussi. Elle altère le goût, clairement, pas chez tout le monde. Étonnamment, il y a des patients qui ne décrivent pas ce symptôme. Souvent, elle altère le goût du salé. Ah oui, donc le sucre reste une possibilité. Le sucre reste une possibilité. Et donc, on goûte mieux les aliments sucrés. Et alors, donc, revient cette fameuse question, oui, moi, je sais encore manger du sucre, mais c'est très mauvais de manger du sucre. Et donc, je ne mange plus rien. Ah non, ça ce n'est pas un bon plan. Il vaut mieux manger du sucre alors à ce moment-là. Et donc il vaut mieux manger du sucre, ne fût-ce que pour se dire je gère le début de mes traitements et puis alors je remange d'autres choses. Alors évidemment l'accompagnement diététique est important. Les diététiciennes passent en hôpital de jour, donner des conseils. Au centre Oasis, elles donnent même des cours de cuisine. En agrémentant les plats avec des herbes aromatiques pour donner plus de goût. Et l'aigre doux aussi. Ça passe très très bien. Finalement, la cuisine asiatique, ça passe mieux. Parce que justement, il y a ce goût un peu sucré qui reste et donc ça passe mieux. Vous, Nathalie, est-ce que vous sentez chez ce type de patient qu'il y a une culpabilité et une approche de culpabilité par rapport à la nourriture ? Ce qu'il y a, c'est qu'on vit dans une société où l'alimentation est omniprésente, la nourriture est omniprésente. Il suffit de regarder un peu, quand on regarde la télévision, le nombre de publicités pour l'alimentation. Alors, soit on est dans de la malbouffe, ce qui est étiqueté malbouffe, soit on est parfois dans des dogmes où il faut manger autant de protéines, autant de calories. Et donc, les patients ne savent plus. Ils ne savent plus du tout quoi faire. En plus, si malheureusement, ils sont dans le type de patients qui ont des effets secondaires, notamment de l'altération du goût, avec cette impression de manger du carton à chaque fois qu'ils mangent quelque chose. Et donc, c'est vraiment tout un apprentissage. Et comme Catherine le disait, les diététiciennes sont vraiment des personnes sur qui on peut s'appuyer pour avancer, pour adapter. Alors, en effet, le type d'aliments, mais aussi la manière dont les consommer, plutôt fractionner les repas, manger plusieurs fois et plutôt veiller à ce qu'il y ait quand même aussi... Alors, parce que malgré tout, l'alimentation, c'est aussi un facteur de plaisir. C'est aussi un facteur convivial. Et donc, de maintenir le côté aussi convivial de l'alimentation par des petits moyens, des apéros, ça marche super bien. Ah oui. Les sushis, ils ne peuvent pas, le poisson, mais je veux dire, la manière, les petits apéros, les petites bouchées, c'est vraiment des choses qu'on peut adapter. Oui, et alors cette forme de culpabilité aussi, parce qu'on est dans une société où, par exemple, il faut un repas chaud par jour. Oui. C'est vrai. Et souvent, les personnes en traitement, le repas chaud, ça ne passe pas du tout. Et donc, déculpabiliser, de dire, si vous mangez froid tout le temps, c'est bien pas aussi. grave, c'est très bien. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un repas chaud par jour. Et vous pouvez accompagner la famille en mangeant autre chose, alors qu'ils mangent leur repas chaud. Et parce que ça revient souvent. Oui, c'est un problème récurrent. Ouais. Donc, il faut déjà déconstruire tous ces clichés liés à l'alimentation. Donc on peut dire que manger ici, c'est surtout une question de soutien du corps et du mental. C'est vraiment fondamental d'avoir les deux. L'alimentation n'est pas qu'une question nutritionnelle. On parle d'un fuel pour le corps, mais c'est aussi quelque chose qui alimente énormément le mental et le psychologique. Le cancer du pancréas, comme tous les cancers, ne touche jamais une seule personne. On le sait, il impacte profondément les familles et l'entourage. Du coup, l'accompagnement psychologique fait pleinement partie du trajet de soins. Alors,
Question pour vous deux, rappelez-nous en quoi il est fondamental d'avoir un accompagnement qui va intégrer un aspect vraiment global qui porte sur le psychologique et le médical. On a vraiment les deux volets. Je pense que c'est vraiment une prise en charge effectivement globale, transversale. On en a parlé, hein, l'annonce, la sidération liée à l'annonce du diagnostic, ça impacte le patient, les proches, la famille. Je pense qu'on n'est pas trop de toute une équipe autour du patient pour l'aider à traverser ce chemin, hein, parce que c'est un long chemin, qui est une belle issue ou non. Parce qu'en fait, je pense qu'en oncologie, nous, notre objectif, c'est évidemment de soigner les patients, mais on sait bien qu'on ne soignera pas tout le monde, mais les accompagner tout le temps, jusqu'au bout, jusque parfois des demandes d'euthanasie, jusque des fins de vie, pouvoir être présent et ne pas les laisser tout seuls une fois qu'on ne sait plus faire de traitement actif, c'est tellement important et je pense qu'ils peuvent compter là-dessus, compter sur l'équipe et qu'il y ait ou pas une psychologue en fait, parce que certaines personnes, comme on le disait, sont réfractaires au terme, à l'étiquette psychologue. Mais je pense que justement, grâce à la prise en charge globale, ça permet de toucher toutes les facettes des personnalités des patients et de pouvoir les accompagner chacun à la manière optimale pour eux. Et quand on dit accompagner, c'est aussi les familles. On ne s'occupe pas que du patient, hein. Nathalie, vous me confirmez. Hein. Tout à fait, on s'occupe de tout. On sait que clairement, vu que ça impacte le patient, il y a des répercussions sur la famille. On sait que les aidants proches sont vraiment très touchés par ce qui arrive. D'une autre manière que le patient, mais c'est... Voilà. Ils ne le ressentent pas dans leur corps. Le patient le ressent dans son corps, eux pas. Mais il y a toute une autre souffrance qui peut être présente. Et donc, parfois, ce qui est important, c'est de pouvoir permettre aussi bien au patient qu'à la famille d'avoir un espace de parole où chacun est libre un petit peu d'expliquer ce qu'il ressent sans se culpabiliser, de dire « oui, mais de toute façon, c'est lui, il souffre plus que moi ». Ou non. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'avoir un espace qui lui est dédié pour pouvoir exprimer ses sentiments ou voilà, ses questions, sa colère. On sait qu'on peut être la puissance. Hein, parce que finalement, en tant qu'accompagnant, on est impuissant. Complètement. Ça, donc, c'est difficile, c'est enrageant. Et on est de plus en plus confrontés, alors quand on parlait des jeunes, 30-40, à des personnes qui ont des enfants jeunes. Oui. Et donc ça, c'est un tout nouveau versant de notre pratique et de notre prise en charge, puisque plus on avance en âge, moins on a d'enfants jeunes. Alors, je ne dis certainement pas que ça ne touche pas les enfants plus âgés, mais ce sont souvent des adultes, et donc leurs moyens de gérer ce genre d'annonces et de nouvelles sont quand même plus développés. Plus matures, oui. Et donc ça, c'est très important aussi, parce que je pense que quand on est jeune parent, la seule question qui nous vient, c'est comment protéger nos enfants. Rester le plus possible pour eux. Et rester le plus possible et les protéger, leur expliquer comment est-ce qu'on va leur expliquer, est-ce qu'il faut leur annoncer, Et donc, c'est toute une prise en charge aussi très importante. Que vous proposez au CHU le dialogue avec même des enfants plus jeunes, puisque vous avez des patients plus jeunes, des jeunes parents. Ce dialogue est possible. Donc, on a une équipe de psychologues formés à travailler avec des enfants. Et donc, d'abord, il y a des entretiens avec les parents pour voir leurs attentes par rapport à ça. Et s'ils demandent que les enfants soient vus par les psychologues, ne fût-ce que pour les accompagner à l'annonce du diagnostic, alors ça se fait. Maintenant, ce qui se fait souvent, c'est plutôt un coaching des parents, avec du matériel, des livres qu'on peut leur lire, pour déjà embrayer la discussion. Vous leur donnez des outils de communication alors, à ce moment-là, et c'est eux qui font la passation. Et ce qu'on leur dit souvent comme conseil, c'est d'être le plus honnête possible. De ne pas cacher, évidemment, avec des mots accessibles aux enfants, mais cacher, c'est pire. Ça crée un sentiment d'insécurité et les enfants ne sont pas bêtes, même tout petits. Ce sont des éponges, ils comprennent beaucoup de choses. Ils savent très bien qu'il y a un problème. Il faut les impliquer dans une certaine mesure, les prendre en charge aussi. Et au CHU, vous avez un espace justement qui s'occupe d'enfants lorsque les parents sont justement en traitement, en chimio, c'est ça ? C'est ça, donc on a ouvert un local dans l'hôpital de jour, essentiellement pour les prises en charge psychologiques,
Mais c'est sûr qu'il y a quand même tout un tas de jeux. Et donc, si jamais il y a des parents qui sont obligés de prendre leurs enfants avec eux en chimio, on peut s'en occuper, oui. On a parlé tout à l'heure de l'aspect mental et psychologique qui impacte énormément le moral des patients. Est-ce que ça peut aussi influencer la façon dont on va accueillir le traitement, la tolérance? Quand l'esprit lâche, on dit souvent le reste suit. Mais ça, c'est tellement vrai. Ce n'est pas nécessairement scientifique, mais dans la pratique, on le ressent très, très fort. Des patients où on se dit mais comment font-ils encore tout ça avec autant de maladies, finalement? Et en fait, ils ont un mental incroyable. Et puis, à l'inverse, des personnes où on se dit là, ça va pas aller. Pas parce que la maladie ne va nécessairement être catastrophique, parce que l'attitude on face voit à la bien maladie. que l'attitude et lâcher prise. Oui. Maintenant, parfois, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas verser dans de l'acharnement, c'est un équilibre. Et guider les personnes et l'entourage aussi entre soins, qualité de vie, confort et acharnement. Pas toujours simple, parce que c'est sûr qu'on a envie de garder ses proches le plus longtemps possible, mais en même temps, il faut aussi être altruiste et se dire que c'est la personne qui souffre qui doit pouvoir être soulagée. Mais généralement, grâce à l'accompagnement, le cheminement se fait et on arrive toujours à avoir un équilibre. Et en termes de conclusion, ce qui est pas mal aussi, c'est de dire on ne soigne pas des dossiers. Non. On soigne des êtres vivants avec leur globalité et leur passé et leur futur. Et donc ça, c'est super important, quoi. Merci beaucoup Catherine et merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui reste un sujet sensible, et bravo au CHU et à toutes vos équipes qui travaillent évidemment autour de ces patients et de ces thématiques très sensibles. Merci également à vous de nous avoir suivis. Voilà qui clôture cet épisode sur le cancer du pancréas. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Consulte. À très bientôt.